C'est des étudiantes en fait. Elles veulent savoir si elles peuvent se mettre devant le magasin pour faire un questionnaire. J'ai choisi de vivre simplement, mais c'est un choix personnel. Enfin, j'ai vraiment choisi, je pourrais avoir plein d'argent, bosser beaucoup plus, mais c'est un choix. On tire au sort des gens dans notre classe et des formateurs, et puis après on échange en fait. On se fait des cadeaux, des échanges, mais c'est secret. Faut pas dire qui a qui. Mais tout le monde le devine. On s'est posé la question du coup de est-ce qu'on travaillait sur l'exclusion liée à la pauvreté ou de manière un peu plus globale. Avec des gens qui ont des responsabilités dans des structures qui travaillent là-dessus. Oui, c'est ça. En les prenant peut-être dans un tout autre contexte. Moi je trouve ça plus intéressant ça que d'avoir juste les réponses. Leur demander en tant que citoyen, en tant que personne, vous, ok, vous travaillez là-dedans, mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça... Oui, qui ne parlent pas au nom de leur structure, Voilà. de soi, entretien semi-directif. C'est ça, parce qu'au final, les réponses sur le fonctionnement, on les voit en cours, on peut les chercher sur Internet, etc. Donc là, c'est avoir des réponses que justement, on n'a pas. ESF ? L'économie sociale et familiale. D'accord. Voilà. Et ça veut dire quoi, CESF? Conseillère en économie sociale et familiale. Voilà, parce que quand on obtient le BTS, on est TESF, technicien en économie sociale et familiale. Et après, on passe le diplôme d'État pour être conseillère en économie sociale et familiale. Voilà. Le but du CAO, c'est le centre d'accueil d'orientation. Donc c'est une mise à l'abri, on va dire, au départ. Et après, une orientation vers une demande d'asile, qu'elle soit faite en France, en Europe ou en Angleterre, c'est un peu spécifique, l'Angleterre. Et après, donc, une orientation, une fois qu'ils ont fait leur demande, sur d'autres centres qui sont plus adaptés à l'accompagnement justement sur cette demande d'asile. Du coup, vous avez décidé de vous impliquer dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion en général. Est-ce que vous pouvez nous donner vos principales motivations? Moi, je suis né dedans, en fait. C'est-à-dire que t'étais pauvre ou tes parents étaient... Voilà, mes parents vivaient dans un centre de rééducation, c'était leur boulot. Et donc je suis né dans un centre de rééducation. Moi, à titre personnel, je vois pas trop d'où ça me vient, en fait, cette vocation sociale, parce que mes parents sont pas trop de ce secteur-là, enfin, pas du tout même. J'ai pas eu d'événement particulier dans ma vie qui aurait pu, de révélation, tu sais, des fois tu vis une situation qui te fait un déclic, ou je sais pas. Non, je sais pas, je me suis pas mal cherché quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, même plus, et... je sais pas, je devais avoir une sensibilité naturelle pour la question, on va dire, sociale, humaine et autres. Et puis voilà, j'aurais pu être éduqué, je suis assistant social, c'est un peu pareil, quoi. Il faut qu'ils soient nourris et logés, et qu'au niveau hygiène, il y ait ce qu'il faut. Qu'on fasse et après, les démarches. Et après, ça c'est nos missions. Ce qui est en plus, il n'y a rien, ils se débrouillent. C'est-à-dire que bon, il y a certains CAO où il n'y a rien. Donc après, ils sont là, c'est eux qui se débrouillent entre eux. Nous, on est obligé presque de... Nous, on freine. Parce qu'on a beaucoup de demandes et on est obligé quand même de... C'est vrai qu'une partie de notre temps, c'est un petit peu nouveau peut-être en travail social, ou je ne sais pas si ça se reproduira ailleurs ou comment c'est dans les autres CAO, mais cette dimension associative et bénévole, on a compris que c'était lié à la réaction du maire et de la mairie et comment ça avait été orchestré. Ça a généré, on va dire, à l'inverse, un mouvement de solidarité, de citoyens qui ont pu montrer que l'image qui avait été véhiculée à l'occasion de cet événement-là, cette orchestration médiatico-politique, on va dire, par la mairie, que les gens voulaient montrer que ici c'était aussi une terre d'accueil et qu'on tendait la main et qu'on était prêt à les accueillir et qu'on allait faire au mieux. Donc on bénéficie quand même vraiment d'un effet boomerang quelque part qui nous facilite vraiment la tâche. J'ai travaillé une dizaine d'années dans le social et c'est clair que l'accompagnement est quelque chose de fondamental. Si tu n'accompagnes pas les personnes qui ont des problèmes pour s'intégrer, pour qu'ils aient confiance aussi, c'est vrai que c'est facile quand on... Vous savez, pour moi, j'ai l'impression que quand on est... quand je vois, par exemple, les réfugiés ou des personnes qui sont dans des situations en difficulté, c'est un peu comme des enfants, quoi.
Et du coup, ils manquent de confiance, ils ont besoin qu'on les rassure, ils ont besoin que, allez, go, c'est bon, quoi. Ça arrive des fois, tu vois, des moments de faiblesse, et ça, c'est pour tout le monde pareil, quoi. Et ça, c'est vraiment propre à l'être humain. Donc ça, je pense que les gouvernements, ils sont au-dessus de tout ça, quoi. Pour eux, c'est je te donne un toit où dormir, à manger, et puis ça s'arrête à ça. Mais c'est pas ça la vie, quoi. Ça vit bien au-delà de... c'est les relations humaines, c'est le contact, c'est... Et ça, quand tu as la barrière de la langue, tu as la barrière sociale, tu as la barrière culturelle, tu as la barrière affective et tout ce qui s'ensuit, du coup, ça pose des problèmes. Et ça, malheureusement, l'État ne le prend pas assez en charge. Après, moi, personnellement, en dehors du collectif, je fais beaucoup un travail d'accompagnement avec eux. Du coup, ça veut dire déjà de sortir avec eux, d'essayer un peu de leur faire comprendre aussi les codes de notre société pour qu'ils puissent ne pas faire d'erreurs, parce qu'on vous reprochera pas de faire des fautes de grammaire ou de vocabulaire française, mais on vous reprochera toujours d'avoir des comportements qui ne sont pas adéquats au pays, ça c'est clair. Donc je pense que l'enseignement du français est une très bonne chose, mais s'il n'y a pas un accompagnement à l'extérieur pour leur montrer nos codes de société, forcément ça va engendrer des soucis. On parlait par rapport au rejet de cette population-là, c'est lié justement aussi à ce que j'expliquais, à la situation. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se retrouvent sans boulot depuis des années, au RSA, puis avec plus rien au bout de quelques années. Et ils voient ces gens qui arrivent en plus, et ils se disent, mince, comment on va faire, pour eux, ça fait de la concurrence en fait, pour survivre. C'est pas... Et donc on comprend après qu'il y a un peu ce rejet-là par certaines personnes qui ont vécu... il y avait des gens, ils avaient des villas avec des piscines, maintenant ils vivent dehors, quoi. Donc, puis souvent, les gens qui sont au chômage, après ça crée moins d'argent, ça crée des conflits au niveau des couples, les gens qui se séparent. Vous connaissez, je pense que tous... on connaît tous des gens qui sont dans ces situations-là, où voilà, c'est très très difficile. Donc après, accepter en plus des gens qui sont en plus étrangers, avec une culture en plus étrangère, tout ce qui est... je pense qu'au début, vous parliez des représentations. Quand on ne connaît pas, on a toujours des représentations, et quand on est dans une situation difficile, les représentations seront rarement très bonnes, quoi. Oui, bonjour. Je vous appelle parce qu'on avait rendez-vous ensemble à 11h. Elle y allait maintenant, on va faire. Et après, oui, avec Magali, elle est pas là. Alors pour moi, j'ai fait un bac service aux personnes et aux territoires. Au début, je voulais travailler avec les enfants en crèche, ou à l'hôpital, en maternité. J'ai fait beaucoup de stages avec plein de publics différents, personnes âgées, handicapées, enfants. Et en fait, je me suis rendu compte que le médical, c'était pas du tout pour moi. Et à partir de là, en fait, j'ai compris que ce que je voulais, c'était aider les gens, mais dans le social, en fait. Et c'est comme ça, j'ai toujours aimé m'occuper des autres, aider les autres. C'est vraiment une vocation, et je sais pas d'où ça vient, c'est comme ça, depuis toujours. Donc quand on est arrivé avec Guy, mon mari, il y a 31 ans, c'était dans le désir d'ouvrir une maison où on propose une vie en communauté. Mais c'est vrai que les personnes qui sont arrivées étaient essentiellement, surtout des gens avec des différents genres de difficultés, et des difficultés qui depuis 30 ans ont aussi changé. On n'est pas dans les mêmes critères de pauvreté, pour reprendre vos termes, il y a 30 ans et aujourd'hui. Et du coup, nous on est dans le vivre avec, le vivre ensemble. C'est notre originalité en fait. Des gens dans des addictions, des gens en rupture, soit du travail, soit familial, soit parmi les jeunes, c'était beaucoup, et c'est toujours des qui n'avaient pas eu de famille, ou des familles un peu pas forcément rassurantes pour eux, et le public évoluant, c'est aussi des personnes en attente de papier, voilà. Mais c'était pas forcément une décision de dire ouais. Et c'était quand même lié à notre vie d'avant, on était des voyageurs sur la route, et la question de l'accueil était forte pour nous, parce que nous-mêmes on avait été accueillis. C'est lié aussi donc à votre passé. Oui, à notre parcours, et oui.
Moi, quand j'étais jeune, à l'école, par exemple, les pauvres, c'était les images du Sahel, etc. C'était ça. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut avoir un boulot, qui peut avoir une famille. Et puis, la grande misère, surtout, c'est la misère de la relation. Hein. Moi, je suis très attachée à ce que dit Pierre Rabhi, que la misère n'est pas seulement économique ou tout ça, mais la relationnelle. Ouais. On n'est pas dans une relation de sereine humaine, dans une humanité sereine et dans une option dans un devenir de fraternité, parce que c'est quand même ça, c'est vraiment un engagement aussi, la fraternité, c'est quand même la base de tous les humains. L'autre, c'est potentiellement un frère, une sœur, plutôt qu'un étranger ou quelqu'un qu'il faut dégommer parce qu'il est différent. Selon toi, qu'est-ce qui marcherait pour changer tout ça ? Qu'est-ce qui marcherait, c'est déjà d'avoir des logements qui permettent de pouvoir vivre sans que ça soit une gouffre, déjà, pour commencer. D'avoir une cellule de médecins, de psychiatres, de psychologues, voilà, une cellule aussi importante d'éducateurs, mais des éducateurs qui en veulent, quoi. Parce que les éducateurs enfermés dans les bureaux, ça va, quoi. Et puis surtout des gens qui connaissent le terrain et qui n'ont pas peur d'aller vers les autres. Une des premières des choses à faire aussi, c'est essayer de recruter des gens qui ont une réelle vocation, quoi. Je viens d'une famille extrêmement modeste, même pauvre, au Portugal. Et puis, et petit, j'avais vraiment le sentiment que les plus pauvres pouvaient moins bien se soigner que les riches. Je me rappelle bien de ça, de voir des gens à la campagne qui ne pouvaient pas se payer leurs antibiotiques, leurs trucs. Et je me disais, mais c'est complètement incroyable qu'on ne puisse pas se soigner tous, quoi. Donc ça, je me rappelle que ça m'est bien marqué. Et puis après, quand j'ai décidé de faire des études de médecine, moi je voulais faire de la médecine humanitaire, quoi. Je suis un des enfants de toute la génération des médecins humanitaires. Moi je regardais ça avec des yeux un peu comme ça, donc je voulais faire ça. Et voilà, je voulais faire ce métier pour partir en Afrique, soigner les petits-enfants en danger. J'avais vraiment, j'avais ce truc-là. Donc j'ai fait ce métier pour faire ça, par rapport à mon histoire et je sais pas, à ce sentiment un peu d'injustice, quoi. Je me suis dit, si j'arrive à faire ces études-là, c'est pour ça, quoi. C'est un besoin d'aller vers les plus exclus, d'aller vers le... Et puis parce que je m'y sens, c'est naturel, quoi. Je comprends, moi, que ça puisse faire peur sans avoir des mauvais sentiments, tu vois, mais que ça puisse être un peu effrayant, le milieu de la toxicomanie dans les squats ou l'extrême pauvreté, c'est quand même des barrières, des choses. Et ben moi, quand je suis dans c'est comme une évidence, quoi. C'est comme si D'ailleurs, j'ai plus ce décalage-là quand je faisais des remplacements, tu vois, dans les cabinets de médecins généralistes, où là, justement, j'avais une posture que je devais entre guillemets, travailler, quoi, pour faire correctement le truc, quoi. Alors que là, voilà, c'est ce que je sais faire, quoi. Je me rends compte que c'est vers ces gens-là, je sais discuter, sentir les besoins, les choses, comment on pourrait mettre en place les choses, puis ça m'enthousiasme, tu vois. En fait, on fait un accueil inconditionnel de gens qui ont des problèmes de santé et qui ont besoin d'avoir un toit, voilà, qui sont à la rue. Donc, beaucoup de gens qui viennent de l'hôpital ou des assos qui nous appellent, des associations qui travaillent dans le social, qui nous appellent pour des gens qui ont des problèmes de santé et qu'on prend dans le centre. Voilà. Prendre le temps dans l'accueil des personnes, que ces personnes reprennent confiance en elles, reprennent confiance aux autres, reprennent confiance en la vie. Parce que quand on est
un peu équipé, c'est plus facile de pouvoir naviguer. Mais quand on croule sous tellement de problèmes qu'on essaie de résoudre par tiens, prends un cachet, tu vas dormir, tiens, là on va te faire ça, là-bas, et qu'on fait courir des fois les personnes dans plein de services qui chacun répondent comme ils peuvent aussi. Mais la vision de l'État, c'est trop le schéma un peu ancien qui disait métro boulot dodo, croire parce qu'on aura un boulot. Alors pour certains oui, pourquoi pas, mais pour d'autres ils sont trop loin d'assumer une assiduité tous les jours, parce que s'il n'y a pas la motivation, s'il n'y a pas quelque chose qui met en avant, à quoi ça sert? Mais c'est pas que une histoire financière, c'est pas que ça, tout ne tourne pas autour de l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui sont très bien et qui arrivent très bien à vivre et voilà, et qui font autrement. Et par contre, il y a des gens qui seront toujours dans l'aide sociale et qui n'arriveront pas à passer au-delà de ça, parce que le problème n'est plus l'argent. Le problème, c'est l'estime de soi, la confiance, la valorisation. Il y a aussi un groupe de parole pour les enfants. Alors cette année, on ne l'a pas. Zoé, peut-être tu ne l'as pas vu, parce qu'il nous faut des enfants qui soient quand même d'un certain âge. Vous voyez, à partir de 5 ans, quoi. Voilà. Et donc, c'est beaucoup un travail sur les émotions, savoir reconnaître ses émotions et savoir les exprimer et se dire qu'on a le droit qu'on a le droit de pas être content, d'exprimer sa colère. Donc, on a aussi un punching ball. C'est important de pouvoir aussi taper ailleurs. C'est interdit sur quelqu'un, mais on a le droit aussi d'exprimer sa violence et sa colère. Donc, on a un punching ball. Pour les grands et pour les petits. On a vu que c'était des femmes qui avaient une parole fragile et une parole à laquelle elles ne croyaient pas parce que personne n'avait cru à leur parole. Donc les entretiens, c'est très important. Souvent, elles disent « En fait, ça fait du bien d'être écoutée. » Donc il y a ça. Et puis, on s'est rendu compte qu'elles avaient des capacités et qu'elles ne savaient pas le dire, qu'elles avaient des talents. Donc, on a mis en place des ateliers pour qu'elles réalisent ce qu'elles étaient capables de faire. Donc, pour les femmes autour de la cuisine, ça, c'est parce qu'on fait quelque chose pour les autres aussi, donc c'est valorisant aux yeux des autres. Et après, on a des ateliers de couture, de poterie, d'écriture. Dans l'atelier d'écriture, ça fait le 2e ouvrage qu'on édite, et elles sont allées réciter leurs textes à la médiathèque, à Alès. Et on est allé aussi au festival C'est pas du luxe, qui est un festival organisé par la Fondation Abbé Pierre à Apt. Et devant un public, elles ont récité leurs textes. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est mémorable, quoi. On a un accueil long, il y a vraiment des choses qui se passent, de l'ordre justement de la confiance, d'un ancrage dans un lieu. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'elles appartiennent à quelque chose, elles sont de quelque part, temporairement, mais voilà, il y a un ancrage. Après, si vous voulez, nous, on est limité, on est en campagne. Donc, si on veut aller après vers la réinsertion par l'emploi, là, on est vraiment limité. Donc, c'est pour ça qu'après, on va quand même vers la ville. Vers ici, vers Alès ou Nîmes, on essaie de faire des orientations. Et c'est vrai que, bon, là, on est tributaire des autres structures qui, elles aussi, sont certainement tributaires d'autres choses. Mais les temps d'attente sont très longs. On voit des gens arriver même avec courage et puis petit à petit perdre aussi confiance et espoir. Je trouve que c'est les situations quand même douloureuses et ultra précaires de notre société actuelle. Avant, on parlait, quand on accompagnait moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en disant, voilà, un emploi, c'est pas que un salaire, c'est des collègues de travail, c'est un réseau qui se met en place, c'est une identité, c'est tout un tas de choses comme ça, c'est une dynamique, c'est ce qu'on transmet aux enfants. Voilà. Aujourd'hui, c'est des paroles qui n'ont plus lieu dans les entretiens puisque ça ne parle plus aux personnes. Et effectivement, les personnes que l'on voit sont sans emploi, c'est une réalité, mais elles ne sont pas sans ressources, pas sans projet, pas sans activité et pas forcément isolées.
Moi, les équipes, ce qu'elles me font remonter, c'est que c'est de plus en plus compliqué d'accompagner les personnes, puisque nous, on a un cadre et un référentiel où on a des objectifs de placement en emploi durable, alors qu'en face, la demande, elle n'est plus forcément décrite de cette façon-là. Donc on a une confrontation, là les équipes sont un peu dans une période de transition où on a des injonctions par rapport à des politiques publiques et une demande qui n'est plus tout à fait celle-ci. Voilà. Je pense qu'une personne qui s'implique dans la vie de sa cité, dans la vie de la société, voilà, au sens où le faisaient les Grecs, quoi, hein, on avait chacun son rôle. Je pense que ça, c'est en train d'émerger au travers de l'économie sociale et solidaire, au travers de tous ces projets collaboratifs. On parle d'un mot qui peut ressembler à un gros mot, qui est l'ubérisation de la société, où des particuliers vont louer leur voiture ou faire taxi pour quelques heures, etc. Pour moi, c'est aussi un moyen d'être sur un projet, un territoire, une place autre que celle du métier au sens strict de l'emploi dans lequel ils sont. Aujourd'hui, je pense que le niveau de ressources, puisque vous en parlez comme ça, n'est pas l'indicateur le plus révélateur de la difficulté, j'allais dire, des différentes populations. Permettre aux personnes de s'impliquer à différents degrés dans une vie locale, que ce soit au niveau culturel, que ce soit à tout un tas de niveaux, au niveau même projet collaboratif ou autre, ça pour moi, c'est ce qui devrait permettre aux personnes d'être mieux insérées et de mieux vivre ensemble. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez les pleins pouvoirs pour changer cette situation de pauvreté, de précarité? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous mettriez en place? Qu'est-ce que vous changeriez? Mondiaux, les pleins pouvoirs mondiaux? Ou alors quartier libre. Quartier libre. Vous avez les pleins pouvoirs. Qu'est-ce que vous faites pour changer ça? C'est une bonne question. Oui. On a plein de potentiel et plein de richesses, tu vois, dans tous les projets, tu vois, dans un projet, dans le salaud de pauvres, dans tous ces millions de projets comme ça qui naissent tu sens qu'il y a plein de richesses dans plein de gens partout, quoi. Et plein d'envie, plein d'enthousiasme, plein de trucs, donc il y a plein de trucs à faire. Susciter la mixité, le mélange des gens et le mélange des couches sociales pour démystifier et puis décloisonner les peurs que les uns peuvent avoir des autres. Et puis, si on met donc de l'humain et de la considération d'autres dans tout ça, finalement, dans nos actes au quotidien et dans nos choix politiques et dans nos choix d'entreprise ou associatif ou de salariat, on va faire les choses avec une conscience complètement différente parce que on aura une expérience humaine complètement différente. Voilà. De temps en temps, on a entendu des personnes de communautés différentes dire moi, je ne pensais pas que je pourrais me faire avec toi. Donc, vous voyez les a priori qui tombent parce qu'on apprend à se connaître et à faire des choses ensemble. Tu vois, il y a des gens qui se battent pour que des lois soient appliquées. Et ce qui est hallucinant, c'est ça, quoi. C'est la première chose, c'est ça. C'est que déjà, on respecte les lois, quoi. La loi Dallot, elle impose que tout le monde ait un toit. Et ça, c'est pas fait. C'est pas normal. C'est la loi, putain. Si on a des assurances, si on a de l'argent en banque, on est aussi dans le système de l'actionnariat. Et qui fait que, du coup, c'est toujours le plus de profit, toujours plus d'argent, toujours plus... qui fait que dans ce flot d'argent, l'humain, il est oublié, alors qu'il doit être au cœur du problème. Voilà, me laisser aller dans ma passion, me laisser aller vers quelque chose qui va pouvoir être une matière pour pouvoir gagner de l'argent et pouvoir avoir une vie quelque part respectable, honorable, malgré que tout ça en fait est faux, parce que c'est pas l'argent qui fait que ta vie elle sera mieux, c'est le fait que tu sois bien, tu vas sourire, forcément. Et quand tu souris,
Les gens en face de toi, ils te sourient. Voilà. Et ça crée des relations, ça crée des contacts. Tu n'es plus tout seul, tout ce qui s'ensuit. Et je pense que le secret, il est là, en fait. Chacun a un savoir-faire et essayer de mettre ça au goût du jour et voilà, revaloriser l'humain, quoi, dans toute sa splendeur, parce que l'humain est très riche, quoi. Je veux dire, la planète est riche, l'humain est riche. Enfin, on pourrait très très bien s'en sortir sans tout ce fric qui pollue, qui crée en fait des angoisses, des anxiétés qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Parce que on a tous, enfin, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Et ça, après, ce qui est des préjugés et tout ça, je pense que c'est surtout dû à une méconnaissance de l'autre.